Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, question ou aujourd'hui, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Question pour l'actualité, question d'actualité, reçoit une éminente personnalité du monde politique congolais. Nous recevons ce soir monsieur Albert Moleka, qui est resté longtemps à côté d'un éminent homme politique congolais. Je ne l'ai pas encore cité, mais vous pouvez le deviner, c'est le président de l'UDPS, c'est-à-dire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, M. Etienne Tshisekedi. On ne peut pas rester aussi longtemps à côté d'une éminente personnalité, telle que M. Tshisekedi, sans avoir eu, d'une manière ou d'une autre, une certaine influence sur la marche de la politique nationale. Raison pour laquelle, parmi tant d'autres personnalités du monde politique congolais, nous avons choisi de parler avec M. Moleka ce soir d'un certain nombre de problèmes, dont l'état de la nation, l'avenir du pays, spécialement ce qui concerne les élections. Mais comme c'est un homme politique, nous allons essayer aussi de parler de lui-même un peu. Sans faire la publicité, bien sûr, nous allons demander qu'est-ce que lui-même va devenir, qu'est-ce qu'il pense de l'avenir de notre pays. Voilà, donc on peut brosser rapidement de quoi nous allons parler. Je vous ai dit que c'est une éminente personnalité, mais en 45 minutes, il est impossible de parler de toute sa dimension, ni de tous les problèmes qui intéressent notre pays, d'où nécessairement obligation de sélectionner. Monsieur Moleka, vous êtes un homme politique, tout vous intéresse, et dernièrement, un grand événement sur le plan national a eu lieu. Le président de la République s'est adressé à, comme on dit, au Congrès, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat réunis. À cette occasion, le chef de l'État avait fait, en quelque sorte, l'état de la nation. Certains observateurs ont même parlé du bilan du président Kabila à mi-parcours de son mandat. Que pensez-vous? Quels sont vos commentaires à propos de cette adresse? Bon, tout d'abord, c'était un exercice constitutionnel auquel se prêtait M. Kabila, c'est-à-dire l'adresse à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc au Congrès, comme vous l'avez dit. Et le thème, c'est toujours l'état de la nation. Bilan, je ne dirais pas, je ne parlerai pas proprement parler d'un bilan mi-mandat, vu qu'on est déjà au-delà de la moitié du mandat constitutionnel. Mais en résumé, je vais parler plutôt, relever les points que l'opinion publique a retenus. Il y a bien sûr le fait de rejeter les injonctions des partenaires, qui a beaucoup retenu l'attention de l'opinion publique. Il y a aussi le fait que l'opinion publique s'attendait à ce que M. Kabila se prononce assez clairement sur sa propre vision du processus électoral et qu'il puisse tranquilliser les gens sur le fait qu'il se soumettra à la Constitution, c'est-à-dire qu'il ne briguera pas de troisième mandat, qu'il ne cherchera pas des manœuvres dilatoires afin de toucher à la Constitution. Et je dois dire que en gros, les gens ont été assez déçus, ainsi que la plupart des commentateurs ont exprimé leur déception parce qu'il n'y a rien eu de frais, rien eu de nouveau, et notamment pour vous, quelque chose à se mettre vraiment sous la dent. Personnellement, je n'attendais rien d'autre que ce genre de discours parce que, vous savez, il faut pouvoir analyser ce genre de régime, savoir le situer tant dans le temps que dans les actions possibles encore à ce régime. Et après le dernier discours aux Nations Unies où M. Kabila avait dit qu'aujourd'hui le Congo était debout, la seule chose qu'il pouvait dire, c'est que le Congo est en marche. Et il a encore fait des promesses, il a donné des instructions aux militaires afin de stabiliser complètement les zones où il y a encore
du grabuge, mais en même temps, il dit que la paix est installée sur tout le territoire. En ce qui concerne les relations avec les partenaires étrangers, puisque c'est un point très important lorsqu'on tient compte de la place que ces partenaires occupent dans notre politique intérieure. Ce sont quand même des pays qui contribuent à plus de 40-50% à notre budget. Ce sont des gouvernements et des États qui ont soutenu la RDC dans toutes les vicissitudes de ses relations avec ses voisins et qui ont eu comme conséquence toutes ces guerres, toutes ces catastrophes humanitaires. Et M. Kabila a dit qu'il acceptait des conseils, ça, mais pas des injonctions. Vous et moi, nous ne savons pas dire quelles sont ces injonctions, dans quel cadre estime-t-il avoir reçu des injonctions de la part de nos partenaires, mais nous nous souviendrons simplement que tous les partenaires l'incitent, l'encouragent, lui suggèrent de respecter la constitution de la RDC. Et je ne pense pas que ce soit cela qu'il considère comme injonction, parce que ça serait très grave pour un chef d'État de considérer comme une injonction le fait que les amis, vous-même, vous les considérez comme vos amis, qu'ils vous conseillent ou qu'ils vous suggèrent, même fermement, de respecter votre propre constitution. Car s'il n'y a pas un respect de la Constitution par celui qui en est le garant, qui en est constitutionnellement le garant, tout à fait. Écoutez, nous autres pauvres citoyens ou pauvres acteurs politiques, nous perdons alors tous les repères. Bref, donc le président de la République ne vous a pas aidé, vous en tant qu'homme politique, analyste politique, de bien comprendre quand est-ce qu'il s'agit d'injonction et quand il s'agit de conseil. Parce que je pense qu'en fait, dans les relations internationales, c'est les contacts avec les partenaires extérieurs qui constituent en réalité le vrai soubassement des échanges. Tout à fait. Et puis, bon, le Congo, la RDC est quand même signataire de plusieurs traités internationaux, de plusieurs accords internationaux. L'accord le plus récent et le plus fameux, c'est notre fameux accord cadre. Où le président, monsieur Kabila, a engagé la République démocratique du Congo en signant cet accord cadre, qui est un accord contraignant pour tous les signataires. Et là, encore une fois, je ne pense pas que lorsqu'on vous rappelle de respecter vos engagements, cela devienne des injonctions. Mais s'il y a vraiment eu injonction, vous savez, lorsqu'il y a injonction, cela veut dire que la personne qui donne ces injonctions considère qu'elle a un statut par rapport à vous qui lui permette d'avoir ce genre de comportement. Et probablement ce statut est sûrement lié à la nature de vos relations. Exactement. Mais puisque vous parlez déjà en ce début d'entretien, de l'accord cadre, vous voulez évoquer l'accord d'Addis Abeba. D'Addis Abeba, exactement. Qui instaure le dialogue. Or, aujourd'hui, nous avons l'impression que le président de la République et toute son équipe semblent se contenter de ce qu'on appelait les concertations. Parce que vous croyez qu'il faut à tout prix que ce dialogue qui a été prévu dans cet accord cadre doit avoir lieu. Et s'il doit avoir lieu, c'est pour aboutir à quoi? L'application de l'accord cadre, et dans les textes vous retrouvez ce souci, l'application de l'accord cadre nécessitait une certaine rapidité dans son exécution. Rapidité dans l'exécution des engagements pris. Voyez aujourd'hui les retards pris dans les engagements signés pour la résolution totale du problème de M23. Le retard pris cause certains problèmes maintenant. Et le dialogue dont on parle, qui se trouve beaucoup plus explicitement dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité, ce dialogue stipule que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU doit faire ses bons offices, doit offrir ses bons offices pour
l'organisation d'un dialogue ouvert à tous, tous les courants, pour toutes les parties prenantes au problème politique congolais, de sorte, l'objectif de l'accord cadre et de toutes ces résolutions, c'est d'abord la stabilité de la RDC, la paix, la sécurité qui pourront permettre alors le développement économique et social de sa population. Vu l'importance de la RDC au cœur de l'Afrique, l'importance au niveau sous-régional et son importance au niveau continental. Mais malheureusement, ce dialogue qui, à mon avis, avait tout son sens à l'époque, parce qu'on sortait réellement d'une... c'était plus qu'une crise, il y avait une guerre à l'est du pays, et il aurait fallu très rapidement que les responsables politiques prennent des initiatives dans le sens de la réconciliation, dans le sens de l'instauration de ce dialogue permanent qui doit exister dans la classe politique et avec la société civile aussi. Mais je crois que toute cette perte de temps, avec cette perte de temps... Cette perte de temps, M. Albert Moleka, parce que je me rappelle que votre parti, vous êtes toujours membre de l'UDPS, nous allons parler un peu de cela plus tard, avait à un certain moment, comme on dit, pris cela comme son cheval de bataille. Il y a un document qui a été rendu public, pourquoi le dialogue, les points, et j'ai l'impression que même au niveau de l'UDPS, on n'en parle plus. Non, mais d'ailleurs, vous vous souviendrez que cette question du dialogue a provoqué, même en interne, à l'UDPS, des tiraillements. Tout à fait. Vu que ce que les militants, les combattants de l'UDPS ont vu, ils ont plutôt vu que leur représentation au niveau de l'exécutif se mettait à la traîne d'un autre parti politique pour aller quémander un dialogue avec le régime Kabila, avec le pouvoir. Et cela, ce n'est pas la position des militants de l'UDPS, ce n'est pas la position de la base de l'UDPS. Mais quelle était votre position? Ce n'est pas la position non plus de M. Etienne Tshisekedi. Souvenez-vous que M. Etienne Tshisekedi, dès le lendemain des élections, en 2012 et toutes les années suivantes, a insisté sur la nécessité pour lui de récupérer l'impérium qui lui a été subtilisé durant les élections de 2011. Donc cela reste la position de l'UDPS et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez arracher à travers un dialogue que vous-même vous quémandez. Bien sûr. Donc c'est logique de la part de l'UDPS, mais de l'autre côté, les choses ne sont pas perçues de cette manière-là. Mais tout laisse croire qu'il y aura quand même un dialogue dans ce cadre-là. Bien sûr, vous ne pouvez pas engager l'UDPS, mais en tant qu'homme politique, pensez-vous que s'il devait avoir lieu, l'UDPS pourrait y prendre part? Franchement, je ne sais pas répondre à cette question. C'est une question qui devrait être posée à l'exécutif ou surtout au président. Je doute très fort que le président Tshisekedi soit partie prenante d'un tel dialogue à l'heure actuelle. D'autant plus que, prenez déjà l'exemple du dialogue du pouvoir, les concertations nationales. Ces concertations nationales qui ont accouché jusqu'à présent d'une seule résolution, d'une seule recommandation appliquée. Le gouvernement qui a été publié il y a quelques jours. Qui pose même déjà problème. Oui, et donc ça a pris quasiment 14 mois pour publier ce gouvernement, 14 mois pour appliquer la première de plus de 700 résolutions. Cela veut dire que peut-être M. Kabila pense avoir la longévité de Noé. Et nous voyons que de tout cela transparaît une stratégie politique qui rappelle un peu ce que Mobutu faisait de temps en temps avec l'opposition. C'est-à-dire qu'après les concertations, à l'issue des concertations, la frange de l'opposition qui avait pris part avait l'impression d'avoir gagné et arraché une grande concession. Une grande concession, c'est-à-dire un partage du pouvoir.
en laissant passer le temps et en courbant le dos à toute pression ou injonction pendant 14 mois, M. Joseph Kabila a renversé le jeu, c'est-à-dire que maintenant, c'est lui qui a octroyé le maître de jeu. Des portefeuilles. Donc il n'y a plus partage de pouvoir, il y a partage simplement de portefeuilles. Certains parlent même de débauchage. Avec des débauchages, on voit le cas avec le MLC. Oui. D'où cette opposition qui pensait avoir arraché, obtenu quelque chose de concertation, se trouve maintenant embarquée, faisant partie maintenant d'une nouvelle majorité, parce que constitutionnellement, le gouvernement se constitue à partir d'une majorité parlementaire. Donc automatiquement, tous ces partis politiques, toutes ces personnalités politiques font partie, cessent d'être de l'opposition et sont constitutionnellement membres de la majorité. On va essayer d'aller un peu plus loin. Bon, vous étiez le directeur de cabinet de M. Tshisekedi, vous savez, c'est des fonctions, je vois des anciens ministres, les directeurs de cabinet du président Mobutu, on continue à les appeler directeurs, monsieur le directeur de cabinet. Vous étiez, mais je pense que c'est un titre qui va vous coller à vie. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup d'échanges à ce propos. Je sais que beaucoup de gens vous ont soutenu pendant de longues années, durant lesquelles vous étiez à côté du président Tshisekedi. Il semble que ces gens sont aujourd'hui déçus. Qu'est-ce que vous allez devenir dans le cadre de l'UDPS ou dans un autre cadre? Votre avenir politique se situe dans quel contexte aujourd'hui? Oui, tout d'abord, je voudrais dire à toutes ces personnes, bon, je les remercie de leur souci par rapport à mon avenir, mais qu'ils se rassurent parce que, vous savez, je suis de ceux qui croient que l'avenir, le destin, la destinée d'une personne, c'est quelque chose qui est décidé au-dessus de nous. C'est Dieu qui décide de cela et il vous appartient à vous de savoir suivre le chemin qu'il vous montre. Écoutez, quel est ce chemin, si je peux? Aujourd'hui, je n'exerce pas comme directeur de cabinet de M. Etienne Tshisekedi. Il y a eu des événements, on ne va pas revenir là-dessus, mais il se fait que, d'une certaine manière, j'ai aussi retrouvé ma liberté. La liberté d'action. Puisqu'il m'est plus facile de parler et de dire ce que moi-même je pense et donner ma propre vision sur les problèmes, les différents enjeux de la RDC et sur l'avenir de notre pays tel que je le vois. Et je compte être non seulement très actif, mais être actif dans tous les secteurs en ce qui concerne l'avenir de notre pays. Monsieur Moleka, je suis journaliste, j'aime bien les langages clairs. On sent derrière vos propos, je ne sais pas, il y a un courant spécial qui va se créer ou vous pensez vous situer maintenant comme homme politique? Non, M. Kitoutou, je crois qu'il existe assez de courants politiques, il existe assez de courants même au sein de la société civile et je crois qu'il nous revient plutôt à connecter certains de ces courants pour en faire un courant continu, si je puis dire, qui puisse réellement contribuer à faire redémarrer les choses dans ce pays. En langage clair pour mes auditeurs, mes téléspectateurs, on doit s'attendre à ce que M. Moleka apporte son appui à un courant existant maintenant, dans le courant politique général congolais. Apporter mon appui, bon, j'ai toujours apporté mon appui à tous les leaders politiques, tout acteur politique, société civile ou courant qui œuvrent pour le bien des Congolais et cela va continuer. Bien. Mais M. Albert Moleka a aussi ses propres idées et sa propre vision qu'il est déjà en train de partager avec d'autres Congolais du pays et de la diaspora. Les gens doivent comprendre que M. Moleka va se positionner très prochainement. Moi, c'est ce que j'ai compris. Moi, je dirais plutôt, M. Moleka est déjà positionné. Vous avez dit vous-même, vous savez, avoir collaboré ou apporté sa collaboration à côté de M. Tshisekedi avec une personnalité, pour ne pas dire une légende, comme M. Etienne Tshisekedi.
ou bien vous apprenez des choses ou vous n'apprenez rien, Bien ou bien sûr. ça vous conforte dans certaines de vos Nos convictions, convictions. et notamment ça doit aussi vous conforter dans la nature de votre destinée. Bien. On doit t'attendre à vous appeler bientôt, Monsieur le Président, Moleka, ou quoi? Je ne sais pas, j'anticipe. Je crois qu'on m'appelle déjà depuis des années, Monsieur le Président, ayant Oui. été président de club de football. Oui, mais ça c'est autre chose. Maintenant, c'est dans le domaine politique. Dans le domaine politique, écoutez, le président, dans un pays, il n'y a qu'un seul président. Bien sûr, Il n'y a bien sûr. qu'un Mais seul il y a des présidents président. des partis. C'est les Il y a Congolais. des présidents des structures. C'est les Congolais qui devraient faire ce choix, et je crois que ça c'est mon combat le plus important actuellement, c'est que nous arrivions effectivement à une situation où les Congolais arrachent réellement le droit d'élire leurs Tout à dirigeants, fait. pas seulement de voter, Bien mais sûr. d'élire leurs dirigeants. Il y a une nuance, bien sûr. Il y a une très grande nuance, et dans ce contexte, évidemment, nous ne reculerons pas devant nos responsabilités. Bien. Alors, M. Moleka, enfin, je ne sais pas si on doit encore continuer de parler de l'UPS. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. Bon, vous êtes, disons, un membre éminent de l'opposition. Ça, je pense que personne ne peut vous arracher cela. Il y aura les élections, bien sûr, générales de 2015 et 2016. Nous le supposons, nous le croyons. Certainement, vous êtes intéressé par cette échéance-là. L'opposition, d'une façon globale, exige un calendrier clair. Vous, personnellement, est-ce qu'il y a quelque chose que vous redoutez en tant que, disons, cette personnalité politique qui va peut-être se positionner bientôt? Quelles seraient aujourd'hui vos revendications ou bien vos propositions pour éclaircir clairement ce calendrier électoral? Bon, tout d'abord, moi j'ai toujours vu les choses d'une manière un peu différente, parce que toujours compte tenu de ma formation personnelle et aussi des responsabilités que j'exerçais, il m'appartenait, c'était une obligation pour moi. Peut-être que les gens ne le savent pas, vous parlez de votre formation. Quelle est votre formation, M. Moleka? Oui, maîtrise en relations internationales et en politique africaine. Vous êtes un relationniste international? Oui, bien sûr. Et un politicien africain, expert en politique africaine. Okay. Un responsable politique doit tout d'abord faire toujours l'effort d'être bien informé, d'être toujours au fait du renseignement. Et dès que M. Malou Malou a été nommé à la tête de la CENI, j'ai dit immédiatement que M. Malou Malou a été placé là-bas par M. Kabila pour ne pas organiser des bonnes élections. Non, pour ne pas organiser des élections dans les délais constitutionnels. Voilà. Et lui-même en a donné les signes, c'est-à-dire que très rapidement, il a cassé le processus électoral qui devait continuer avec les élections provinciales, sénatoriales, des gouverneurs. Et il nous a remis comme plat les élections locales que lui-même, dans le cycle 2006, n'avait déjà pas voulu organiser malgré le financement qui était déjà prêt. Obtenu. Pourquoi? Parce que le régime préférait continuer à nommer les territoriaux jusqu'au niveau le plus bas. Exactement. Maintenant, M. Malou Malou est incapable de présenter un calendrier global tel que réclamé par la Constitution, tel que réclamé par la loi électorale. Tel que réclamé aujourd'hui par les partenaires. Tel que réclamé aujourd'hui par les partenaires et par la classe politique, en fait, dans son ensemble. Pourquoi ne sait-il pas le faire? Parce que M. Malou Malou et M. Kabila aussi l'a rejoint dans cette logique qui consiste à mettre la CENI au-dessus de la Constitution. Dans son discours de l'État de la Nation, M. Kabila a dit que toutes les élections prévues par la loi seront organisées selon les dispositions arrêtées par la CENI, pas selon les dispositions constitutionnelles. En fait, quel est le rôle de la CENI? La CENI devait dire clairement et rapidement
Voilà notre calendrier. Au regard de la Constitution. Voilà, et nous soumettons à la Constitution, au regard de la Constitution, voilà, nous allons faire les enrôlements à telle date, nous allons faire l'audit du fichier à telle date, nous allons tenir telles élections à telle date, telles élections à telle date, et le 19 décembre 2015, le nouveau président de la République démocratique du Congo prêtera serment. Maintenant, s'il y a des problèmes au niveau du financement, des problèmes au niveau du législateur ou au niveau du gouvernement, c'est au gouvernement ou au législateur de dire, voilà, nous avons un problème, nous ne savons pas mettre à votre disposition ceci ou cela. Tout à fait. Et apporter une solution à la CENI. Il n'appartient pas à la CENI de dire, voilà, nous pouvons organiser ces élections seulement si vous nous donnez telle loi. Autant. Les élections passées ont été faites sur base d'une loi électorale qui existe et qui est toujours en vigueur. Tout à fait. Sous le couvert d'une constitution qui est là et qui est toujours en vigueur. Ce n'est pas le rôle de la CENI de réclamer des lois au Parlement. Non. Bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes de cet avis, selon laquelle la majorité au pouvoir souhaite modifier la Constitution pour notamment permettre à l'actuel chef de l'État de briguer un troisième mandat, ce qui transpire, semble-t-il, dans ce petit jeu subtil que la CENI veut jouer. Comment entendez-vous, vous, parce que bien sûr, aujourd'hui, peut-être qu'on peut considérer que vous êtes tous dans le courant de l'UDPS, sans parler précisément de l'UDPS, mais vous, en tant que personnalité politique, s'il y avait des actions précises à mener pour barrer la route à ces tentatives, quelles seraient ces actions, constitutionnellement parlant? Non, tout d'abord, il est vrai que déjà à la fin du premier trimestre 2012, un des principaux partis de la coalition kabiliste, à travers son secrétaire général, c'était le secrétaire général du PPRD, le professeur Beauchab. M. Beauchab, oui, avait voulu déjà motiver les cadres du PPRD au Katanga pour assurer un troisième mandat au président de la République, à M. Kabila. C'est ainsi d'ailleurs que dès 2012, l'Église catholique s'était déjà insurgé contre toute tentative de toucher à l'article 220, l'article verrouillé. Maintenant, je pense que cette idée et cette volonté étaient encore bien réelles. On a vu la publication de certains livres, on a vu et entendu des discours, et non des moindres, même du président de l'Assemblée nationale, qui est le numéro 1 de l'exécutif de la coalition de M. Kabila, disant même que cette conservation du pouvoir, c'est une question de survie. Une question de survie. Tout à fait. Évidemment, les événements récents du Burkina Faso ont refroidi un peu les ardeurs de ces révisionnistes, mais je crois qu'il y a aussi un autre fait beaucoup plus important en ce qui concerne la coalition kabiliste, c'est qu'à l'intérieur même de la coalition, ce n'est pas cette question univoque. crée des fissures. Et lorsque vous avez un parti, et non des moindres, le MSR, qui se désolidarise de cette position, en faisant référence simplement à la position de sa base. Je crois que c'est un fait très important, c'est-à-dire que ce n'est pas une initiative qui recueille même l'unanimité dans le camp de M. Kabila. Maintenant, je crois que c'est une initiative qui est peut-être mise dans le placard, mais qui n'est pas oubliée. Je crois que dans la stratégie de M. Kabila, il s'agit de continuer à élargir un peu ses alliés politiques objectifs, de sorte que, en profitant d'un certain glissement au-delà de la date fatidique du 19 décembre 2015, on arrive à une situation où toutes les institutions sont hors mandat. Donc,
prennent des décisions qui peuvent être remises en question légalement. Et vous savez, vous vous retrouvez un peu au sein d'une meute où les loups ne vont pas se manger entre eux. Sûr. Et alors là, on pourrait assister, encore une fois, à une tentative de changement, réaménagement, de changement maintenant de la Constitution. Je vois que c'est une stratégie qui est déjà à l'œuvre au niveau du camp Kabila. En ce qui concerne... Mais comment